En fait, l'aménagement, c'est vraiment une projection dans le futur. On n'aménage pas pour hier, on n'aménage pas pour aujourd'hui. Vous le savez, en général, quand on lance un projet, on est déjà content quand il arrive à terme au bout de 5 ans, parfois même de 10 ans. Donc, on aménage pour demain. Et donc, je vais essayer de réfléchir avec vous à faire une sorte de prospective sur comment aménager pour demain. Alors souvent, et ça je vous en parlerai pas, souvent dans les réunions, on parle de l'aménagement en ne parlant que de mètres carrés, d'argent, de contraintes. On nous dit, ah bah ça c'est pas possible, juridiquement, réglementairement, financièrement, rien n'est possible. Et je pense qu'on en oublie l'essentiel. On en oublie que l'être humain n'est pas seulement un être de raison et un être de calcul et de compte, c'est aussi un être de cœur, de sentiments, mais aussi un être corporel, un être de sensation. Et souvent, ça, c'est un impensé de l'aménagement. Alors, je vais essayer de vous raconter notre histoire, parce que moi, je dis toujours, la façon dont on aménage notre territoire n'est que la matérialisation de notre façon de vivre. La façon dont on aménage le territoire n'est que la matérialisation de notre façon d'être au monde, de notre façon de voir le sens de la vie. Et pour moi, en tant que géographe, dans l'histoire de l'humanité, il y a eu à peu près 3 façons d'être au monde, 3 façons de vivre, donc 3 types d'aménagement, des grands types d'aménagement, et il y en a un nouveau qui émerge. Et donc c'est pour ça que je voudrais vous retourner dans le passé pour qu'on se raconte comment est-ce qu'on a vécu, de façon à être bien au clair sur ça, et puis après comment on va se projeter dans l'avenir. Alors vous allez voir, je vais partir dans alors n'ayez pas peur. Je vais partir dans très loin dans le passé, mais vous allez voir, je vais retomber sur mes pattes et je vais redevenir. Ça va être assez concret malgré tout. Dans notre façon d'être au monde, il y a eu pour moi 3 périodes qui ont existé, puis celle qui est en violet, c'est pour moi le futur, d'accord ? Alors la façon la plus ancienne qu'on a eue d'être au monde et de vivre, c'était lorsque nous étions des chasseurs-cueilleurs. C'est-à-dire que nous avons vécu pendant des centaines de milliers d'années comme des prédateurs sur notre environnement sur l'environnement. Et donc on peut dire que l'environnement alors de l'époque dans lequel nous vivions, c'est la nature sauvage. Je vais pas développer, on vivait en petits groupes, très 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 peu denses, on était nomades, etc., des sociétés égalitaires. Je reviens pas là-dessus, c'est très ancien, donc ça a peu laissé d'héritage. Et puis, il y a 10 000 ans, c'est-à-dire 8 000 avant notre ère, il y a eu une première grande mutation technique dans l'histoire de l'humanité, qui est l'invention de l'agriculture, c'est-à-dire la domestication des plantes et des animaux pour un usage humain. Et là, notre façon d'être au monde a complètement changé, puisque nous sommes devenus des paysans, c'est-à-dire que le fondement économique des sociétés, c'est devenu la production de nourriture. Et donc, l'aménagement que nous avons produit, nous l'appelons dans un langage commun la campagne. Qu'est-ce que la campagne ? C'est une nature, c'est un environnement de vie qui est une nature anthropisée, c'est-à-dire une nature aménagée par les êtres humains. Donc la logique de l'aménagement des sociétés paysannes, c'est de produire de la nourriture, donc de maintenir la fertilité. Donc on va avoir de la polyculture élevage à but vivrier. Il y a des animaux, on cultive de tout à but vivrier. Ces sociétés, elles ont un but d'autonomie alimentaire, mais aussi d'autonomie énergétique. D'autonomie, donc la question de l'eau, la question du bois. D'autonomie, donc du renouvellement de la fertilité. Ce sont des sociétés où on va assurer la sécurité. Il n'y a pas de retraite, il n'y a pas de sécurité sociale. On assure la sécurité des aléas de la vie par la communauté. Communauté familiale, communauté villageoise, unie spirituellement dans la paroisse. Et donc, ça va développer ce qu'on appelle, ce sont des sociétés qui vivent dans ces communautés. On va développer la recherche d'un consensus à un niveau local. Donc, c'est ce qu'on appelle un effet de lieu, ce qu'on va appeler dans le langage commun l'esprit de clocher. Ce sont des sociétés, puisque c'est la terre, l'outil de production, eh bien, ce sont des sociétés qui sont enracinées à la terre. On habite sa terre
depuis les siècles et pour les siècles, sont des sociétés très enracinées, des sociétés d'interconnaissance. Ce sont des sociétés, bien sûr, de la mobilité de l'homme à pied, sur la force musculaire ou avec les animaux. Donc voilà cet aménagement, la logique de cet aménagement des sociétés paysannes. Alors bien sûr, entre moins 8000 avant notre ère et le 19e siècle, il y a eu plein d'avancées, des évolutions, des changements, que je ne vous raconterai pas là parce qu'on n'a pas quand même non plus 10 heures. Mais vous voyez un petit peu. Et donc, en fait, ces sociétés paysannes ont produit un aménagement qu'on appelle la campagne. L'originalité de ça, c'est que on a un aménagement donc pour produire, très enraciné, etc. Mais aussi une autre originalité, c'est qu'on va faire avec les matériaux du coin. On fait avec ce qu'on a. Donc, chaque région va produire son habitat avec ses matériaux. Et d'autre part, je vous le redis parce que ça paraît tellement lointain, mais c'est pas si lointain que ça. Avant l'invention de la carte postale, les gens ignoraient comment on construisait un habitat à 50 ou 100 kilomètres. Donc chacun faisait sa maison à la couleur de son esprit, comme disait ma grand-mère. Hein, donc avec les matériaux du coin, et puis avec l'idée de son, et puis en regardant un peu son voisin, mais l'habitat de la Bourgogne n'était pas l'habitat des Bretons ou l'habitat du sud de la France. Donc, cette grande ère paysanne. Et puis, cette grande ère paysanne, elle a duré en France, elle a duré à peu près 7-8 000 ans. Ça a fonctionné comme ça pendant 7-8 000 ans, ça a été très durable. Et puis, il y a eu une autre révolution technique dans l'histoire de l'humanité. Et cette nouvelle révolution technique dans l'histoire de l'humanité, c'est la révolution industrielle. La révolution industrielle, va nous faire basculer dans une autre façon d'envisager la vie, dans une autre façon d'être au monde. Et avec l'ère industrielle, le fondement des sociétés devient la production de biens matériels. Donc, le but des sociétés, c'est de produire des biens matériels. Ça va changer radicalement notre façon d'aménager le territoire. Alors, donc, par exemple, première grande transformation, c'est que pour produire des biens matériels, dans un premier temps, on a besoin d'être concentré dans l'espace. Alors, les sociétés paysannes qui étaient dispersées, eh bien, les sociétés industrielles vont se concentrer, les humains vont se concentrer dans les ateliers, dans les usines vont se concentrer dans les villes, grand processus d'urbanisation. Donc, exode rural, concentration urbaine. Ça va transformer aussi tout un tas de choses, même politiquement, puisque l'outil de production devient l'industrie, donc on va avoir une perte de la valeur foncière. Il y a tout un tas de changements politiques que vous connaissez. Si on en revient à l'aménagement, on va commencer à aménager le territoire comme on aménage une usine. On va rentrer dans l'ère du productivisme, donc l'idée de la croissance permanente et infinie, du bien matériel. On va rentrer donc dans une société consumériste, bah oui, parce que si on produit, on consomme. On va rentrer dans une société de la mobilité motorisée. On va rentrer dans une société de la raison, de l'individu, etc., etc. Donc, la première chose de l'individualisation, c'est l'exode rural. On va déraciner les gens des communautés. Et puis, ils vont s'individualiser dans les villes. On va aménager le territoire comme on aménage une usine. L'homme moderne, il a 4 fonctions. Première fonction de l'homme moderne, il doit produire. Deuxième fonction, il doit consommer. Il faut le loger et il doit se distraire et le tout motoriser. Donc on a le zonage. On va faire du zonage, c'est-à-dire qu'on va créer des zones industrielles, des zones d'activité pour qu'ils produisent, des zones commerciales, lieux de consommation, des zones résidentielles, lieux où il habite, des zones de loisirs ou de tourisme pour qu'ils se détendent. Et tout ça, toutes ces zones ne fonctionnent que parce que cet humain moderne, il est motorisé. Hein, c'est l'homme augmenté par la machine. Et donc on va voir l'idée de l'aménagement moderne, c'est qu'il faut que ce soit fonctionnel, propre et pratique. Hein, c'est l'hygiène, très fonctionnel, hygiénique et pratique. Donc c'est pratique. Ça doit être pratique.
Mais vous comprenez que les centres anciens paysans, là, qui ont été conçus dans une autre perspective, avec une autre logique d'économie des terres agricoles, passage d'un humain ou d'une charrette, etc. Communauté, imbrication des bâtis. Bah, tout ça, c'est pas pratique, ces vieux centres-là. Ils sont pas pratiques. Et donc, cet aménagement moderne, il va se développer forcément en périphérie, pour permettre aux voitures, aux tracteurs et tout ça de passer. Et donc, on va avoir ce paysage, cet aménagement moderne que l'on connaît aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes à l'aube d'une nouvelle, probablement d'une nouvelle façon d'être au monde. Cette nouvelle façon d'être au monde, elle est apparue, on va dire, le point de départ, c'est 1990. C'est le développement de l'Internet tel qu'on le connaît aujourd'hui. Hein, les prémices existaient avant, mais enfin, on va dire le web tel qu'on le connaît aujourd'hui, 1990, c'est la révolution numérique. La révolution numérique, on va le revoir tout à l'heure, est une révolution technique qui nous projette dans une autre façon d'être au monde. On en reparlera tout à l'heure. Il semblerait que nous allons vers une société plutôt immatérielle, plus immatériel. L'idée n'est plus de produire des biens matériels, mais peut-être d'échanger des services, d'échanger de la connaissance. Peut-être que, vous voyez, dans l'ère paysanne, il fallait à peu près 90% ou 60%, ça a diminué, de paysans pour nourrir tout le monde. Aujourd'hui, 5% d'agriculteurs peuvent nourrir tout le monde. Dans l'ère de la modernité, il a fallu 40-45% d'ouvriers pour produire des biens matériels pour tout le monde. Peut-être que dans un proche avenir, 5% d'ouvriers produiront le matériel pour tout le monde du fait de l'augmentation de la productivité. Donc on va faire autre chose, quelque chose de plus immatériel. Donc une société de la connaissance. On va la dessiner ensemble. L'ère paysanne, c'est l'aménagement de l'ère paysanne. Ce qu'on a produit, c'est la campagne, c'est-à-dire une nature aménagée par l'homme pour produire de la nourriture. L'ère de la modernité, elle a produit, l'aménagement majeur qu'elle a produit, c'est la ville, c'est-à-dire la ville, un environnement de vie artificialisé. Il n'est pas dit que dans l'avenir, on aura besoin, dans une société de la connaissance numérique, il n'est pas dit qu'on aura besoin d'être concentré dans l'espace. Il n'est pas dit que la concentration dans la ville soit la forme la plus efficace pour cette économie. Ce monde qui vient, c'est moi qui l'appelle comme ça, je l'appelle l'ère de la noosphère. Je ne veux pas l'appeler l'ère numérique parce que vous allez me dire « Ah, mais on y est déjà, l'ère numérique ». Donc, je distingue la révolution technique numérique de la civilisation qui est en train de naître. Je l'appelle l'ère de la noosphère. Je fais référence à Pierre Teilhard de Chardin, qui est un scientifique et un mystique, qui avait conceptualisé dans les années 50 que nous allions aller vers une société de la pensée humaine connectée. Le noos, c'est la pensée humaine. La noosphère, c'est l'ère de la pensée humaine connectée. Alors, voilà un petit peu où nous en sommes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je vais revenir. Comment ça s'est passé, le passage de l'ère paysanne à l'ère de la modernité? Très rapidement, je vais vous dire comment ça s'est passé, pour qu'on commence à comprendre comment pourrait se passer la transition qui vient. D'accord? C'est pas la première fois, finalement, qu'on connaît une transition. Il y a une première transition, c'est le passage de l'ère paysanne qui était en vert, avec l'ère de la modernité qui est en rouge. Cette transition, elle s'est faite entre 1850 et 1950 en France, et elle s'est traduite par un grand effondrement, l'effondrement anthropologique définitif et radical de la paysannerie. Bon, je vais pas développer parce que là non plus, on n'a pas des heures, hein, mais ça va être la privatisation des communs, ça va être la mise en concurrence internationale des produits des prix agricoles, ça va être la mécanisation, la motorisation, qui vont faire que les paysans vont disparaître, les nombreux paysans disparaissent, et avec eux toute cette civilisation, etc., pour arriver à peu d'agriculteurs. Et puis, en même temps, il y a eu la fin des paysans, et puis, à partir de 1950 à peu près, on a eu la renaissance des campagnes, mais les campagnes dans une nouvelle forme, c'est-à-dire des campagnes modernes. Des campagnes où il n'y a plus de paysans, il y a des agriculteurs, hein, c'est-à-dire la version moderne, et puis où on va avoir des phénomènes de périurbanisation, etc., de retour à la campagne, je développe pas trop.
Quand il y a un passage d'une ère à une autre, eh bien, la nouvelle ère va se parer de toutes les vertus. C'est-à-dire que la modernité au XXe siècle, quand elle s'est développée, elle s'est parée de toutes les vertus. Tous les affects positifs, elle se les a attribués. Et elle a rejeté tous ces dégoûts sur l'ère antérieure. Ça, c'est ce que j'appelle l'invention de la caricature du plouc. Qu'est-ce qu'un plouc ? Eh bien, le plouc, parce que en fait, l'ère qui était avant, c'était l'ère des paysans. Donc, on va caricaturer l'ère des paysans et on va attribuer à la modernité tous les aspects positifs. Donc, par exemple, l'ère de la modernité, c'est la mobilité. On va dire, dans les campagnes, ils sont enracinés, c'est nul l'enracinement. L'idée, la modernité, c'est l'être humain libre, la liberté de l'individu. On va dire, dans les campagnes, le poids du voisinage, le regard des voisins, horrible. La modernité, c'est le progrès technique. On va dire, mais les campagnes sont complètement archaïques, inaptes au progrès technique. Ce qui est faux, mais complètement faux. Il suffit juste de lire l'histoire pour en être convaincu. La modernité, c'est la raison, la science. La campagne, ce sont des fanatiques religieux, au mieux. Sinon, ils ont des rebouteux, ils croient encore à la sorcellerie. Bien sûr, la modernité, c'est l'hygiène. Les campagnes, ils sont sales, ils sont pauvres, on s'ennuie, c'est épouvantable. Donc, vous voyez que la caricature médiatique du plouc, c'est les dégoûts de la modernité, tout ce que la modernité ne veut pas être. Et donc, on va rejeter tous ces dégoûts sur les campagnes. Je vous le dis parce qu'en fait, cette caricature-là a profondément blessé les ruraux, profondément blessé les campagnes, ont inoculé un sentiment d'infériorité dont il s'agit souvent, encore parfois, de se débarrasser. Et ça, c'est important de prendre conscience de cela. Voilà comment ça s'est passé très rapidement. Alors maintenant, comment on peut envisager le passage de l'ère de la modernité à la société du futur, cette société numérique dont moi je peux pas vous dire, vous voyez, vous raconter comment on va vivre dans 100 ans, c'est comme si un de nos ancêtres paysans, voyant la première machine à vapeur, aurait pu avoir l'idée de notre vie actuelle. C'est impossible. Donc c'est pas parce qu'on a vu un ordinateur et qu'on a vu Internet qu'on peut imaginer ce que ça peut donner, cette révolution technique dans 100 ans. Alors on commence à voir des choses. Alors j'ai essayé de les résumer. Il y a parce que vous avez sans doute entendu parler de la transition, voire de l'effondrement. L'effondrement. Alors, il y a des effets, il y a des problématiques qui sont liées à la modernité actuelle. On pourrait dire même cette hypermodernité. Donc, premier problème, il y a une crise écologique. Elle est incontestable. On ne pourra pas en faire l'impasse. Ça, c'est mon petit A. Donc, A', on peut supposer que demain, la société de demain va avoir une posture par rapport à l'écologie et qui va recréer un lien entre l'homme et la nature. Une mutation de la relation à la nature. Et puis, cette crise écologique, c'est la pollution, mais c'est aussi l'épuisement des ressources. Donc, la société du futur devra être une société de la sobriété. Plus sobre que nous, parce que si on continue comme nous, ça va pas marcher. Petit b, l'hypermodernité actuelle, elle génère une crise. Il y a 2 crises majeures, en plus de la crise écologique. C'est la crise économique, c'est-à-dire l'augmentation de l'inégalité malgré une abondance matérielle qu'on n'a jamais connue dans l'histoire de l'humanité. Je veux dire, on serait capable de faire une machine à laver par ménage pour toute la planète. Et pourtant non. Donc, cette inégalité, est-ce qu'on va vers une société de la justice sociale ? Parce qu'on voit bien que cet accroissement de l'inégalité génère de la violence et des flux migratoires. Autre crise de notre modèle, la crise sociale. La société de la modernité, nous n'avons plus de liens sociaux entre nous, nous n'avons plus que des liens marchands. Tout n'est que business. La naissance, la vieillesse, même les rencontres amoureuses. Donc, comment est-ce qu'on peut dépasser cette marchandisation de tout et recomposer des relations sociales, humaines ? Donc une sorte de réhumanisation des relations humaines. Et puis il y a la numérique, la révolution du numérique, le petit c là, c'est la robotisation, l'automatisation d'un certain nombre de tâches, qui fait que
la plupart des économistes envisagent que dans 20 ans, il y a un effondrement encore plus massif de l'emploi tel qu'on le connaît aujourd'hui. L'emploi de la modernité, le salariat, n'existait pas il y a 200 ans. Quasiment pas. C'est devenu notre modèle unique. Aujourd'hui, travailler, c'est être salarié. Bon, mais dans 20 ans, on va vers une mutation de la place sociale du travail. Il va falloir repenser qu'est-ce que ça veut dire travailler, est-ce que la rémunération est associée à un travail. Donc ça pose la question de tout ce qui est revenu de citoyenneté, la partage de la richesse commune, produite ensemble, etc. Internet produit un effondrement des structures hiérarchiques. La modernité, c'est une organisation très hiérarchique. Il y a le patron, il y a les ouvriers, il y a le journal du 20h, il y a ceux qui l'écoutent, il y a EDF qui produit l'électricité, il y a nous qui l'achetons. Bon, tout ça, Internet le fait exploser, puisque avec les réseaux sociaux, on est en relation, on n'a plus besoin de regarder le 20h, et puis demain, on produira tous de l'électricité qu'on vendra, enfin, etc. Donc peut-être que EDF n'aura plus que le réseau, mais plus la production. Vous voyez, donc on va vers des sociétés plus de la coopération. Donc on va passer d'une société actuelle qui valorise la compétition à une société du futur dont on aura besoin de coopération. Donc vous voyez qu'on commence à voir se dessiner peut-être des bouts de société de demain. Et donc on commence à voir se développer dans la société, dans la jeunesse, le phénomène que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire une critique de la période antérieure. C'est-à-dire qu'on va avoir des jeunes qui vont commencer à critiquer la modernité. Alors ils veulent plus de voitures, plus de pollution, plus de routes, plus de travail. Bon. Alors on peut aller à la caricature extrême, mais on va avoir une critique de la modernité. L'idée, moi que je défends, c'est qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Donc ça serait bien de faire la part des choses tout de suite entre le positif et le négatif. Le négatif, je viens d'en parler, je vais pas le redire, crise écologique, etc., marchandisation. Le positif, quand même, il existe. Confort matériel. Je vous rappelle qu'en un siècle, on a gagné 40% d'espérance de vie moyenne. Le chauffage, la santé, une meilleure alimentation, etc. Donc, il ne s'agit pas de nier les bénéfices. La mobilité pour tous, il est quand même pas mal. Qu'on puisse aller voir ce qui se passe, si on le souhaite, à côté. Pourquoi pas? Donc les acquis sociaux collectifs, bien sûr, retraite, sécurité sociale, congés, etc., services publics. Mais là où je voulais en venir, c'est que la jeunesse critique la modernité, mais en même temps, la jeunesse est en train de réhabiliter l'héritage de la paysannerie. C'est-à-dire que cette jeunesse, tout à coup, va porter un regard super positif sur l'ère paysanne, où on va dire, mais finalement, ces gens, ils avaient une relation au lieu, ils ne se logeaient pas, ils habitaient un territoire. Ils avaient une relation au lieu, ils avaient une relation au vivant qui les entourait, le végétal, etc. Une relation avec leurs voisins. Ce sont des gens qui vivaient avec des formes de communauté, avec des communs, des pratiques communes, des terres collectives, des fêtes ensemble, etc. C'était une société qui était en lien avec la nature. C'était une société d'une grande autonomie et donc d'une grande résilience en cas de crise. Et donc la jeunesse constate combien nous, en cas de crise majeure, nous ne serions pas résilients, combien le choc serait rude. Et puis ils vont valoriser la lenteur dans une société où les rythmes sociaux s'accélèrent sans cesse et où il y a une partie des gens qui vivent avec un chronomètre à la main, à partir du moment où le réveil sonne le matin. Et donc, on a une réhabilitation de cette ère paysanne. Et donc, à partir de ça, on va pouvoir, je vais essayer de vous dessiner quelques fils pour penser l'aménagement de vos communes, de vos bourgs, de vos quartiers pour le futur. Il y a des mouvements de retour de balancier. Le premier retour de balancier, c'est le balancier environnemental. L'ère de la modernité, c'est l'ère de la domination sur la nature. On appelle ça une société prométhéenne. Nous sommes une société prométhéenne. Qu'est-ce que c'est Prométhée? Dans la mythologie, Prométhée, il a volé le feu à Zeus. Et comme il a volé le feu créateur à Zeus, il se prend lui-même pour un dieu. Et donc nous sommes une société où nous nous prenons pour des dieux. On a l'impression que nous sommes les maîtres du monde, les maîtres de la nature, et on peut tout faire. On a généré de la pollution, de la destruction des environnements, etc.
retour de balancier, la société du futur et donc l'aménagement de demain doit être pensé dans quelque chose qui a rapport avec une coopération avec la nature, avec de la sobriété, avec du recyclage. Je ne vais pas trop développer parce que c'est pas ma compétence, les aspects naturalistes ou environnementaux, mais je vous le dis quand même, la première chose à penser, c'est comment votre territoire peut être, alors j'ai mis un oasis, c'est une oasis de vie viable et vivable à long terme. Donc la question de votre territoire comme une oasis de vie, en fait, mais de vie pas seulement humaine. Donc la question de la biodiversité, la question de la qualité de l'eau, de la qualité de l'air, etc., c'est incontournable. Deuxième balancier, c'est le balancier démographique. Je vous ai dit que l'ère de la modernité, ça a été l'ère de l'exode rural. Eh bien, aujourd'hui, cet exode rural, il est fini. L'exode rural, il est fini depuis les années 70 à peu près. Le moment en France où on a été le plus concentré dans l'espace, c'est 1968. En 1968, c'est là où il y a le plus de Français sur un minimum d'espace. Depuis le recensement de 1960, alors je dis c'est la date du recensement 68, ça n'a aucun rapport avec mai 68. Je veux dire le recensement aurait été en 69, ça aurait été 69, donc on va dire à peu près 1970. Depuis 1970, la population française se dessert. Alors au début, ce desserrement, il s'est fait autour des villes. Donc on a dit c'est un mouvement périurbain, autour des villes. Aujourd'hui, ce n'est plus un mouvement périurbain, c'est un mouvement régional qui concerne tout l'ouest et tout le sud. Mais on peut dire que depuis 2 générations, pendant 6 générations, il y a eu de l'exode rural. 6 générations. Depuis 2 générations, il y a un desserrement périurbain, puis dans les régions de vacances, de tourisme. En tout cas, on observe, aujourd'hui, on peut appeler ça une redistribution historique de la population dans l'espace. Alors, l'imaginaire de la modernité. Alors, donc, il y a une redistribution de la population dans l'espace. Voilà une carte de France. Sur cette carte-là, celle-ci, c'est le bilan naturel, d'accord ? Donc, quand c'est rouge, il y a plus de naissances que de décès. Et quand c'est bleu, il y a plus de décès que de naissances. D'accord ? Vous voyez qu'il y a une inversion complète. Jusque dans les années 50-60, les campagnes étaient rouges, les campagnes étaient rouges en bilan naturel et bleues en bilan migratoire. Maintenant, c'est l'inverse. Donc là, vous voyez que la plupart de l'excédent naturel, on va le retrouver plutôt dans les zones un peu urbanisées. D'accord ? L'excédent naturel. Bon, la région Nantes, Rennes, voilà, la région parisienne, le Nord, la région lyonnaise, un petit peu donc le sillon lorrain, l'Alsace, puis le Pourtour. Là, c'est les naissances. Ça, c'est le mouvement migratoire en France. Donc là où c'est rouge, il y a des gens qui arrivent. Et là où c'est bleu, il y a un déficit migratoire, c'est-à-dire qu'il y a plus de gens qui partent. Grosso modo, le carré nord-est de la France est répulsif. Toute la moitié sud et toute la moitié ouest sont attractifs. D'accord ? Si on superpose les deux, en fait, vous verrez qu'il y a guère que l'est du bassin parisien qui conjugue les deux. Il n'y a que l'est du bassin parisien qui conjugue les deux. Et quand ça conjugue les deux, là, on peut parler de dévitalisation. C'est-à-dire que la vie s'en va par les deux bouts, on va dire. Donc, vous voyez qu'il y a une inversion complète. Par le passé, on naissait dans les campagnes et on migrait vers les villes. Aujourd'hui, on est dans des grandes zones métropolitaines, mais après, on bouge vers le sud ou l'ouest. Donc, en fait, l'idée, moi, je dis aux campagnes, préparez-vous, parce que probablement, le mode de peuplement du futur va être plus desserré qu'il n'est aujourd'hui. Donc, préparez-vous à accueillir. Mais, vous comprenez bien que il ne faut pas accueillir sur les bases de la modernité. Vous ne pouvez pas accueillir les gens sur les bases de la modernité. Les gens ne cherchent pas nécessairement la modernité.
Je vais vous parler de ce qu'on appelle l'imaginaire, le champ de l'imaginaire. Ça, c'est un sociologue qui s'appelle Jean Viard qui a développé cette idée de champ de l'imaginaire du tourisme. Alors, le champ de l'imaginaire, qu'est-ce que c'est ? C'est notre idéal collectif. C'est-à-dire, et ça se traduit dans l'espace. C'est-à-dire, quel est notre rêve ? Alors, par exemple, pour nos ancêtres paysans, le rêve de gens qui travaillent durement la terre pour se nourrir, c'est quoi ? C'est de trouver un pays où, en fait, qui va nous nourrir sans qu'on travaille. Cet idéal s'incarne dans le paradis. Qu'est-ce que le paradis ? C'est un pays où on est nourri abondamment sans travailler la terre. Toutes les sociétés paysannes ont pour imaginaire un paradis alimentaire, hein, un pays du lait et du miel. Donc nos ancêtres, ce qu'ils aimaient bien, eux, c'était les bons pays. Qu'est-ce qu'un bon pays ? C'est un pays fertile, là où la terre donne bien. Voilà. Ils aiment ça. Nos ancêtres reviendraient aujourd'hui, ils adoreraient traverser la Beauce. En TGV, ils diraient, mais quel beau pays ! Ouais. Que nous, ce n'est pas notre goût, paysagèrement. Ensuite, dans la modernité, c'est-à-dire au XXe siècle, quel a été l'imaginaire ? Nous avons la sécurité alimentaire à partir du XVIIIe siècle, il n'y a plus de famine. XVIIe, XVIIIe, il n'y a plus de famine. La sécurité alimentaire est acquise. Avec l'ère de la modernité, quel est alors notre rêve collectif ? Notre rêve collectif, c'est de penser que la machine va nous libérer du travail et de tout ce qui est pénible pour le corps. Et donc, nous allons vivre dans l'imaginaire de la modernité, c'est qu'on va adorer toutes les machines. On va adorer, mais les voitures, mais bien sûr, imaginez le déplacement avant les voitures. Mais c'était très pénible, très très pénible. Faire 5 km 1 heure, et beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, et donc très coûteux. Donc, on adore les voitures, on adore les routes, on adore les aéroports. Moi, je dis toujours à mes étudiants, regardez les comédies des années 60. Ils passent leur temps à Orly. Ils vont toujours chercher quelqu'un à Orly. Mais parce que Orly, c'est le top du top. Et donc, l'idéal, l'imaginaire de la modernité, c'est la ville. C'est la ville moderne. Pour faire la comparaison, vous connaissez tous sans doute le film qui s'appelle Mon oncle de Tati. Hein, qui est cette comparaison entre cet urbanisme moderne, pratique, fonctionnel, propre, et ce centre ancien, tarabiscoté, pas pratique, où ce pauvre oncle-là, il enjambe des trucs, on a l'impression qu'il va jamais arriver à rentrer chez lui. C'est ça, l'ère de la modernité, donc c'est fonctionnel, c'est pratique, c'est ordé, c'est propre, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, se loger, se divertir, on va faire des zones en périphérie, et puis on va mettre des voitures, des rocades, et puis tout ça, c'est pratique, c'est propre, c'est nickel, la machine nous sauve. Aujourd'hui, nous sommes saturés de confort matériel, de machines, etc., et on commence à se rendre compte que c'est pas parce qu'on en a plus qu'on est mieux. Alors, de quoi rêvent les sociétés qui n'ont plus d'insécurité alimentaire, qui sont confortablement installées matériellement ? De quoi rêvons-nous ? Eh bien, on finit par se dire, mais avec toutes ces machines-là, tout ça, qui travaillent, finalement, si on travaillait plus du tout, ce serait top. Et donc, notre imaginaire est celui des vacances. Nous vivons dans un imaginaire des vacances, c'est-à-dire notre rêve collectif, c'est de se dire, mais si on vivait comme en vacances partout et tout le temps, et nos endroits favoris, ce sont, ce qui nous fait rêver, c'est les régions où on va en vacances. Donc on va rêver du bord de la mer, des endroits touristiques, etc. Mais les endroits touristiques, où allons-nous en vacances ? Allons-nous en vacances dans une zone industrielle ? Dans une zone commerciale ? Au bord d'une rocade ? Non. On s'en va en vacances justement dans les endroits qui ne sont pas atteints par la modernité, ou pas trop. On va dans des endroits qui sont beaux. Et donc, vous voyez que c'est le retour du beau dans l'aménagement. Parce que ce que nous voulons, c'est du beau. Alors, vous voyez que pendant l'ère de la modernité, l'objectif, c'est que ce soit pratique, fonctionnel, propre. La plupart du temps, c'était moche parce qu'en plus, on a standardisé. Pour être opérationnel, on a standardisé la production immobilière. Et donc, je vous ai dit que les sociétés paysannes, chacun faisait avec ses matériaux, à la couleur de son esprit. L'ère moderne va supprimer tout ça. C'est la standardisation immobilière.
Alors le style bourguignon ressemble au style breton, sauf qu'au lieu de mettre de l'ardoise, voilà, la toiture est d'une couleur un peu différente, et puis, mais la forme de la maison est la même. De la même façon que la maison provençale et la maison vendéenne sont strictement identiques. Donc il y a une espèce de banalisation paysagère dans l'ère de la modernité. Donc la modernité, c'est fonctionnel, c'est pratique, c'est propre, c'est moche, mais c'est pratique. Et donc, aujourd'hui, le problème d'aujourd'hui, c'est que on veut du beau parce que on veut se croire en vacances. Donc l'idée des vacances, c'est que ce soit beau d'abord. Ça veut donc dire que à partir d'aujourd'hui, l'urbanisme que vous allez mettre en place dans vos communes, vous allez devoir soumettre l'ergonomique, c'est-à-dire le côté pratique, à la considération de la beauté. Comment on soumet maintenant le pratique à la beauté? Qu'est-ce que la beauté? C'est bien compliqué. Il y a un bouquin très intéressant qui s'appelle L'architecture du bonheur, dont je vous conseille la lecture, qui dit qu'est-ce que la beauté? La beauté, alors la beauté, c'est une aspiration de tout être humain à l'émerveillement. On a tous besoin de beauté, c'est comme ça. Mais la beauté en architecture vient souvent de l'équilibre, de tension entre des choses contraires. Donc, se sentir en vacances partout tout le temps, vous allez dire, oui, mais d'accord, mais ça c'est l'imaginaire, mais c'est pas la réalité. Il y a un monsieur l'autre jour au téléphone qui m'interviewe, il me dit, oui, mais ça, ce que vous me racontez, on rêve tous de beauté, mais non, ça s'inscrit. Je vous dis que notre pensée, c'est la première matérialisation. Notre pensée, c'est la première dématérialisation. On crée la réalité dont on rêve. Et donc, dans le logement, regardez l'impact aujourd'hui. L'idéal de tout à chacun, c'est terrasse, barbecue, piscine. Selon son niveau de revenu, on a la petite piscine gonflable à la piscine anti-réchauffée. Mais l'idée, elle est là. Donc aujourd'hui, par exemple, un espace privatif extérieur est obligatoire dans l'aménagement. Ça veut dire que c'est des choses toutes bêtes, mais si dans un lotissement, vous mettez toutes vos maisons alignées à 3 mètres de la rue, toutes en ligne, ça veut dire que derrière, ils ont tous leur terrasse en ligne. Mais le problème aujourd'hui, c'est que la terrasse est considérée comme une pièce privative. C'est une pièce de la maison dont on ne veut pas être soumis au regard. Donc les gens vont se barricader. Et c'est positif. Mais on dit, il se cache derrière. Mais oui, il se cache. Mais moi aussi, je me cache. Je n'ai pas envie que ma terrasse soit à la vue de tout le monde. D'accord? Donc, c'est quelque chose à prendre en considération. Et dans l'urbanisme, ça veut dire qu'il va falloir faire des maisons en décalé ou mettre des dépendances. Enfin, il faut réfléchir pour que les terrasses soient privatives. Mais dans le logement collectif, il faut mettre des terrasses. Les lieux de vie. Eh ben oui, les lieux de vie, le plus beau village de France. Vous avez vu l'émission, le plus beau village de France, c'est très simple. Pour être le plus beau, il faut pas de zone industrielle, pas de lotissement, pas de supermarché, pas de rocade, pas de fil électrique. En fait, il faut un village pré-moderne. Donc le beau, c'est le pré-moderne. C'est pour ça que l'aménagement des bourgs, on récupère les bourgs. Oui, ça nous fait rêver, les centres-bourgs anciens. C'est dans notre imaginaire du beau. Faites attention avec la rénovation des centres-bourgs. Alors, sans doute que les tensions urbanistiques sont pas les mêmes que chez moi, là, en Vendée, Morbihan, machin. C'est épouvantable. Moi, je dis toujours aux maires, faites attention, Quand on dit revitalisation des centres-bourgs, c'est pas modernisation des centres-bourgs. Parce que chez moi, là, les promoteurs, vous savez, ils manquent pas d'esprit, ils sont très efficaces. Donc, après avoir banalisé toutes les périphéries pendant 40 ans, maintenant, ils se proposent très gentiment de banaliser tous les centres-bourgs par des petits collectifs, R+2, plus je sais pas quoi. Mais c'est de la modernisation, banalisation. C'est pas de la revitalisation du bourg. Et donc là, moi, je vous appelle à être vigilants. Revitalisation des centres-bourgs sur une base esthétique. Alors, il va falloir penser l'ergonomique, parce que oui, il y a des voitures et tout ça. Mais pensez quand même. La revitalisation des centres-bourgs, la réhabilitation des centres-bourgs ne doit pas devenir la modernisation des centres-bourgs. Dans le concept de la modernité, où c'est moche. C'est pratique, mais c'est moche. Et c'est banal. Aujourd'hui, l'urbanisme, c'est du travail de dentelière. C'est fini le bon temps où on bradait les périphéries, c'est pratique, allez hop, c'est fini, en fait. Au travail, la qualité architecturale au travail. Les gens, les régions touristiques, les bords de mer, les régions touristiques, dans les années 60, ils ont attiré des touristes, des vacanciers, des enfants en colonie de vacances. Dans les années 80, ceux qui sont venus en vacances, ils ont pris leur retraite.
Et puis maintenant, il y a les jeunes générations qui ne savent pas s'ils auront une retraite, se disent, on va peut-être pas attendre la retraite, on va aller habiter tout de suite là-bas. Hein, donc, les lieux de vacances sont devenus les lieux de résidence. Et pour le travail, c'est pareil. Donc, les trucs en tôle, en périphérie, au bord du rond-point, à la sortie du village ou du bourg, c'est pratique, mais c'est fini. Enfin, je veux dire, sauf bien sûr, je suis d'accord pour les zones industrielles, sur les trucs polluants qui font du bruit, on est d'accord. Mais il y a plein de métiers, et notamment des bureaux de communautés de communes, etc., qui n'ont strictement aucune raison d'être dans une zone industrielle en périphérie du bourg. Et il vaut mieux rénover du patrimoine ancien dans le bourg pour garder la vitalité des bourgs. Alors évidemment, on me dit, ah oui, mais ça coûte cher, ça coûte cher. Oui, mais à force de faire du pas cher, ça finit par coûter très cher. Sur des indicateurs qu'on ne mesure jamais. De lien social, de convivialité, de qualité architecturale, de qualité paysagère, etc. Dans la consommation, c'est pareil. La grande distribution essaie de nous faire croire que, notre rêve de vacances, forcément, c'est de faire le marché, de petits producteurs. Vous voyez, Gilbert Bécaud, les marchés de Provence. Bon, ça, c'est notre imaginaire. Eh bien, et le supermarché, c'est le symbole de la modernité. Donc, il se démode. La grande distribution le sait. Hein, donc, elle essaie de transformer ses galeries en zones de vacances, avec des parasols, avec des palmiers, avec des trucs qui font vacances. Elle redécoupe ses magasins pour faire petites boutiques. Et puis, elle investit les centres-bourgs avec des trucs market ou city, que vous avez vu. Donc, l'enjeu, c'est bien de penser votre territoire comme un cadre de vie qui soit en résonance avec cet idéal de vacances, qui devient en fait ce qui est notre imaginaire commun et qui est le moteur des migrations en France. Troisième balancier, le balancier que je mets plus sociologique, c'est comment la modernité, c'était l'émancipation de l'individu qui passait nécessairement par la ville. Bah oui, parce que les communautés paysannes, c'était à la campagne. Donc, dans les années 50, l'émancipation, ou même avant, passait donc par la ville. Aujourd'hui, on voit dans les nouvelles générations qui sont saturées d'individualisme, la recherche d'une convivialité de type villageois. C'est le retour du commun, c'est le retour du collectif. Alors, on pourrait dire, il y a peut-être une raison bucolique, etc., mais il n'y a pas que ça. Il y a une raison, je pense, qui est liée à la sécurité. Si nos ancêtres ont réussi à quitter les familles paysannes, c'est parce que les sécurités qui étaient prises en charge dans les familles ont été prises en charge par l'État. Sécurité sociale, retraite, congés payés, contrat de travail. Donc l'individu a pu se sortir, a pu être libre parce qu'il était en sécurité. Aujourd'hui, la jeunesse, outre le fait qu'elle soit saturée d'individualisme, ressent une grande insécurité, puisque toutes les sécurités collectives sont en train d'être sapées. S'il n'y a plus de retraite, s'il n'y a plus de sécurité sociale, s'il n'y a plus de contrat de travail un peu stable, eh bien, le retour des communautés est mathématique. Mais ça ne va pas être des communautés comme dans le temps. Pourquoi ? Parce que nous nous sommes individualisés, et ça, c'est un chemin qui ne se fait pas en sens inverse. Il faut voir, c'est comme si, à l'époque paysanne, nous étions comme une pierre dans un rocher. L'ère de la modernité nous a débité en pavés individuels. L'ère du futur, c'est la communauté d'individus, c'est comment ces pavés peuvent faire maison commune. Donc, on n'est pas un retour sur des communautés. Donc, on est sur des communautés plus choisies. Par exemple, on va avoir des phénomènes de colocation. Alors, je ne sais pas exactement comment c'était dans la région Bourgogne jusque dans les années 40, mais dans l'Ouest, qui était très paysan, très en retard, on vivait en communauté familiale jusque dans les années 50, à l'aise, avec le grand-père, la grand-mère, les parents, le vieux tonton célibataire, les ouvriers agricoles, c'était pareil aussi. Donc, ces communautés-là, aujourd'hui, on va avoir des phénomènes de cohabitation, mais choisis. C'est pas, on va dire, les communautés étaient un peu subies, c'était familial, on choisissait pas. Là, on va être sur des choses plus choisies, du partage de matériel, etc., etc.
Et la ruralité incarne cette convivialité. Convivialité, c'est vivre ensemble. Eh bien, dans l'esprit, quand on parle de convivialité, on pense plus spontanément à la ruralité. La ruralité, du fait de la petitesse des communautés humaines, incarne, beaucoup plus que la ville, la convivialité. Moi, j'aime bien cette image-là parce que, en fait, la Loire-Atlantique, donc, c'est le département de Nantes. Alors là, c'était pour les élections, vous voyez, le gars, il a sa carte d'électeur, de citoyen, dans la poche. Et vous voyez que le bon citoyen qui fait de la convivialité, du vivre ensemble, qui partage, qui s'engage, qui répare, enfin, le citoyen idéal, en fait, en fait, dans le centre-ville de Nantes, vous n'en voyez aucun comme ça, on est bien d'accord. Je vous mets au défi de vous balader dans Nantes et d'en trouver un comme ça. Avec sa poule sous le bras, un manuel, autant vous dire que non. Donc en fait, c'est quand même plutôt un gars de la campagne. Et la campagne, donc d'une certaine façon, elle a une image de convivialité, etc. Je le dis aux ruraux parce que le problème, c'est, je vous ai parlé de ce complexe d'infériorité du plou qui ne serait pas moderne. Aujourd'hui, je vous le dis, les métropoles veulent faire plus campagne que la campagne. À Nantes, ils ont mis des fruitiers au pied du château, des jardins potagers. Dès qu'ils peuvent avoir un marché fermier, dès qu'ils ont une friche, ils essaient de trouver des permaculteurs, des gars qui font un peu plus campagne que la campagne, etc. Ils jouent à faire les petits paysans. Donc, les métropoles veulent faire plus campagne que la campagne, et pendant ce temps-là, les campagnes, que veulent-elles? Faire moderne. Alors ça donne des bugs entre les élus et les nouveaux habitants. Je vais vous prendre un exemple qui se passe en ce moment même dans ma commune à côté. Moi, j'habite une petite commune alors, en Loire-Atlantique, les communes sont très vastes, c'est pas du tout. Il y a que 220 communes dans le département de la Loire-Atlantique. Une commune de chez moi, c'est grand comme un canton de chez vous, Donc moi, j'habite presque, oui. Donc moi, j'habite une des plus petites communes de Loire-Atlantique qui fait 1000 habitants. Parce qu'il y a le bourg, il y a les gros villages, c'est pas du tout la même organisation administrative. Bref, dans ma commune, ma petite commune rurale, il y a la petite commune rurale d'à côté. À l'entrée du bourg, il y avait des haies de charmilles de chaque côté. Et puis la route, et puis de l'autre côté des petites haies de charmilles, il y avait un petit passage pour les vélos, les piétons, qui était en terre. Bon. Eh bien, la municipalité, pour faire moderne, pour faire propre, ils ont arraché la haie de charmille de chaque côté. Comme ça a élargi la route. Bah oui, mais les gens, du coup, roulent plus vite à l'entrée du bourg. Alors, ils ont mis, bien sûr, des coussins berlinois, des plots jaune fluo pour que on fasse du slalom, pour ralentir. Et puis, ils ont tout goudronné pour que ce soit propre, pour faire du vélo, Et puis dans le sol, ils ont aménagé avec des bords ciment, des espèces de bacs. Et puis ils ont planté des trucs un peu ras. Puis comme c'était un peu dangereux du coup, parce qu'il n'y a plus de séparation avec la route, ils ont fait des barrières métalliques. Alors autant vous dire que les nouveaux habitants, les jeunes qui trouvaient que c'était très bucolique, qui auraient voulu des coquelicots, ils se retrouvent avec une entrée digne d'une zone industrielle de la périphérie nantaise. Tout le monde est mécontent. Ça, c'est le choc des champs de l'imaginaire. Les anciens sont dans l'ère de la modernité, ils veulent faire moderne. Les jeunes sont dans l'ère des vacances, et eux, ils veulent pas que ça fasse moderne, ils veulent que ça fasse campagne. Donc, l'enjeu numéro 3, c'est pas le numéro 2, c'est comment est-ce qu'on peut penser son mode de vie, non pas seulement son territoire, non pas seulement comme un cadre de vie, mais un mode de vie. Revaloriser un mode de vie rural. Les campagnes jouent à faire paysan comme Marie-Antoinette joue à la bergère. Ce n'est pas authentique. Ils jouent la comédie de la convivialité et de la paysannerie. À la campagne, je pense qu'avec une certaine authenticité, on peut jouer sur la convivialité, travailler la convivialité, en tout cas, veiller à ne pas la perdre. Troisième balancier, je sais pas du tout le temps. C'est parfait? Parce que moi, je suis partie, j'ai plus de monde, tant que j'ai le micro, je suis contente. Je parle.
Le quatrième balancier dont j'aimerais vous parler, on n'en parle jamais. Moi, je pense que c'est pourtant très important. C'est le balancier, j'ai mis éthique, on pourrait peut-être dire, je sais pas, peut-être culturel. C'est notre société est en train de passer d'une société de l'avoir, du bien matériel. Mais il ne faut pas rejeter ça. Hein. C'est comme vous savez le lotissement. Le lotissement, il y a beaucoup de gens qui, dans les milieux de l'architecture, qui disent c'est affreux. Le lotissement, il n'est pas affreux. Le lotissement, c'est la réponse, c'est la matérialisation du désir d'individualisation. Les gens vivaient en commun, dans des familles. Voilà. À un moment donné, le couple, il a sa maison avec ses enfants, très bien. En plus, il a un jardin, il va clore autour pour pas avoir ce regard de la communauté sur lui. C'est l'émancipation de l'individu, là, le lotissement. Ça a répondu à un désir, à un moment donné. Donc, il était très bien. Maintenant, à voir qu'est-ce que nous, on va en faire, nous. Mais les temps changent et donc les jeunes vont avoir des désirs d'un habitat avec plus de mitoyenneté, peut-être des espaces communs, une possibilité de se rencontrer. De la même façon, donc de l'espace public, la question de l'espace public. Bon. Je reviens à mon dernier balancier. Enfin tout ça est relié, vous l'aurez bien compris, moi je les sépare, mais la modernité, c'est l'avoir parce que c'est le confort matériel. C'est ce dont on avait besoin. Aujourd'hui, on est en train de prendre conscience que, c'est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pas parce qu'on en a plus qu'on est mieux. Et on commence à se dire, mais ce qu'on veut, en fait, c'est être mieux. C'est pas avoir, au fond. Avoir, c'est qu'un support pour être. Et donc, c'est l'être. Et donc, c'est le développement, l'idée d'un développement personnel. Alors, j'ose plus trop dire ce mot-là, parce que là aussi, ça a été, c'est marchandisé, parce que tout, notre système recycle absolument tout, nos désirs, nos besoins et tout. Bon, on va dire un certain épanouissement de l'être. Et donc, on se pose... Donc, on va passer, nos ancêtres, eux, ils cherchaient plutôt la sécurité alimentaire. C'est un peu la pyramide de Maslow, si vous connaissez. Le progrès matériel, l'épanouissement personnel. En fait, la question qu'on se pose, c'est un peu, finalement, qui je suis, quoi. Moi, au-delà de mes réussites matérielles, au-delà de tout ce que j'ai, qui je suis, qu'est-ce que je veux. Donc, c'est un peu la question des valeurs. Et on voit que ces questions des valeurs, elles se posent pour nous, individuellement. Il y a plein de gens qui font des psychothérapies pour essayer de se retrouver, mais aussi au niveau collectif. Les valeurs, depuis les attentats avec Charlie Hebdo, tout ça, il y a beaucoup le discours des valeurs qui sont revenus sur le devant de la scène. Qui sommes-nous? Quelles sont nos valeurs? Et la question de qui suis-je ou qui sommes-nous en tant que territoire, aujourd'hui, c'est très intéressant parce qu'elle se pose. Pourquoi cette question-là se pose? Parce qu'elle est plus évidente. Et pourquoi elle est plus évidente? Parce que la révolution du numérique produit une rétraction de l'espace-temps. En fait, alors là, le propos que je vais vous tenir est lié à deux livres qui n'ont aucun rapport avec la géographie et l'aménagement a priori, mais qui m'ont été tout à fait intéressantes en tant que géographe et travaillant sur des questions d'aménagement. Ces deux livres sont La société malade d'Alzheimer, qui a été écrite par un sociologue qui s'appelle Michel Billet. Et l'autre livre, c'est L'homme raisonnable, comme un réseau. L'homme raisonnable, qui a été écrit par Lionel Nakache, qui est un neurologue spécialiste de la crise d'épilepsie et qui étudie les effets du numérique sur le mental. Et les deux personnes disent que la révolution du numérique réduit l'espace, c'est-à-dire qu'on peut être là et en même temps causer avec quelqu'un qui n'est pas là, même qui est de l'autre côté de la Terre. Ou, par exemple, on peut avoir une information immédiatement. Je veux dire, si à l'instant, il y a je ne sais pas quelle ville qui explosait de l'autre bout du monde, dans la seconde, quelqu'un dans la salle le saurait. Donc, une rétraction de l'espace et du temps. Alors, il dit, voilà, qu'est-ce que Michel Billet dit? La maladie d'Alzheimer n'est pas une maladie, il n'y a pas un microbe ou un virus à Alzheimer, c'est un ensemble de symptômes. Quels sont ces symptômes? La personne est égarée dans l'espace. La personne est égarée dans le temps et la personne est égarée dans sa relation à l'autre. Michel Billet dit, mais c'est toute notre société.
Michel Billet, le sociologue, dit les gens qui sont malades d'Alzheimer ne sont que on va dire les maillons fragiles d'une pathologie sociale collective. Nous sommes égarés dans le temps. Aujourd'hui, vieillir n'a plus de sens. Par le passé, vieillir, c'était acquérir de la connaissance. Mais le problème aujourd'hui, vous voyez, ce sont les jeunes qui enseignent aux anciens. Parce que la révolution technique est tellement forte que, en fait, tous les 3 ans, tous, nous sommes complètement dépassés par notre ordinateur, par des nouveaux programmes, par des nouveaux trucs. Donc, le temps, la vieillesse n'a plus de sens, sauf à être obsolète. Hein. On est obsolète en permanence et c'est très angoissant. On est égaré dans le temps aussi parce que, vous voyez déjà, nous sommes habillés tout le temps pareil, quelle que soit la saison. Parce qu'il y a le chauffage. Hein, moi, quand j'étais enfant, ma mère me tricotait encore des gros pulls. Mais aujourd'hui, je sais même pas ce que j'en ferais des pulls. Moi, j'ai pas besoin de pulls. Je n'ai pas de pulls. Parce que je vais vivre à peu près toute l'année à la même température. Même maintenant, on a le chauffage l'hiver, mais maintenant, on en est arrivé à penser qu'on aurait besoin aussi de la clim l'été. Parce que on veut pas de froid, mais on veut pas de chaud. Donc on va vivre à 25, la climatisation générale de la planète. Tout le monde vit à 20 degrés, 22 degrés toute l'année. On est égaré dans le temps, il y a des gens qui vivent... alors là, je vous parle de l'égarement des saisons. Regardez, moi j'habite à la campagne, je vous avoue que même à la campagne, alors vous, dans les régions de vignobles, vous, c'est plus luxueux que chez nous. Hein. Mais nous, pour voir les vendanges, comme maintenant c'est tout à la machine, faut être presque, en habitant la campagne, faut presque être vigilant pour voir la saison des vendanges. Bon, alors en Côte d'Or, je pense que vous avez les moyens d'avoir des vendanges. Mais voilà, même les moissons, vous partez un matin, le soir tout est moissonné, vous avez rien vu. Si vous n'êtes pas très attentif, vous vous en rendez compte 15 jours plus tard, vous vous dites tiens, mais les moissons ont eu lieu. Donc même en vivant à la campagne, le rythme saisonnier, on le voit plus. Alors que ça rythmait il n'y a pas 50 ans. Ça rythmait toute la société. Alors dans les métropoles, il y a même des gens qui vivent hors sol, c'est-à-dire qu'ils savent plus si c'est le jour ou si c'est la nuit. Puisque la dernière nouveauté des métropoles, puisqu'on est dans l'accélération permanente des rythmes sociaux, il faut qu'en permanence nous soyons consommateurs. Ben, la nouveauté des métropoles, c'est de vivre la nuit. Donc il y a des salles de sport ouvertes la nuit, on les voit, ils courent sur des tapis roulants. La nuit, les bars ouverts la nuit, tout ouvert la nuit, le bus la nuit, le tramway la nuit. Donc il n'y a plus de jour, il n'y a plus de nuit, vous voyez. Donc on est égaré dans le temps. On est égaré dans l'espace. On est égaré dans l'espace, oui, avec le GPS. Alors moi, je n'ai pas de GPS. Jamais, jamais. N'ayez pas de GPS. Vous vous préparez, comme dit le monsieur, Michel Billet dit, le GPS, c'est la préparation à être, quand vous serez Alzheimer, vous aurez votre petit bip pour savoir où vous êtes rendu. Mais pourquoi vous en offusquez puisque vous en avez déjà un avec vous que vous utilisez. Les étudiants de géographie, c'est pas des étudiants, ils veulent pas être fleuristes ou même médecins. Des étudiants de géographie de Nantes, on leur dit rendez-vous, il y avait une sortie sur le terrain, chacun y allait comme il voulait à Perpignan. Arrivé là-bas, on leur dit comment êtes-vous venus? Par Bordeaux-Toulouse ou par l'autoroute du centre? Il y en a qui savaient pas, ils ont suivi le GPS. Et donc, par le passé, vous voyez, quand on partait en vacances, on regardait par la fenêtre en disant, regardez les enfants, le pont de l'Aquitaine, les pointes de la cathédrale. Aujourd'hui, vitres teintées, DVD à l'arrière. Je veux dire, les enfants, moi je dis, on pourrait les mettre dans le coffre. Ça ferait pas plus... Donc, le voyage, on est égaré dans l'espace, on sait pas où on est. Et puis, de toute façon, Lionel Nakache dit, mais de toute façon, après tout, pourquoi regarder par la fenêtre? Puisque tout se ressemble. Lionel Nakache, lui, il appelle ça le voyage immobile. Il dit, voilà, vous prenez l'avion, vous êtes dans un aéroport, vous prenez l'avion, vous volez pendant 5 heures en avion, vous descendez de l'avion, vous vous pincez pour dire, mais est-ce que j'ai bien bougé, en fait? L'aéroport elle-même, vous sortez, les villes sont les mêmes, les gens s'habillent pareil, alors que vous vous rendez compte qu'il y a 100 ans, vous faisiez 15 kilomètres, c'était pas le même costume. C'était pas la même façon de danser le truc. Bon, là, maintenant, vous faites le tour du monde. Lionel Nakache dit, on n'a jamais été aussi mobile, pour autant, on n'a jamais été aussi peu dépaysé. Il n'y a rien de différent. Et donc, en fait... Et on est donc égaré dans le temps, dans l'espace, et donc, pour finir, dans la relation à l'autre. Parce que ces deux auteurs disent, l'être humain n'a conscience d'exister, n'a conscience de lui-même, que parce que nous sommes incarnés dans un espace et un temps. Je veux dire, je suis qui je suis,
parce que je suis né à cet endroit, à ce moment-là. J'ai un monde, j'ai mon monde, et donc j'existe. Lionel Nakache dit à partir du moment où l'être ne sait qui il est, n'a du recul sur lui-même que parce qu'il est incarné dans un espace et un temps. Nos ancêtres vivaient dans un vrai monde. Ils ne pouvaient pas s'échapper ni de l'espace ni du temps. Mais nous, à partir du moment où l'espace se rétracte et le temps s'accélère pour être dans l'immédiateté permanente, nous n'avons plus un monde. On vit sur une sorte de confetti. Et donc, Lionel Nakache dit, le symptôme, c'est quoi ? C'est un état proche de la crise d'épilepsie, c'est-à-dire une ultra-connexion, pour ne rien dire, et une perte de conscience. Michel Billet dit, notre état est un état Alzheimer, en fait. Et donc les deux disent, en fait, nous sommes des gens complètement zombies. Nous vivons machinalement, et donc ils expliquent comme ça les attaques de zombies permanentes dans tous les films, en ce moment. C'est une représentation de notre propre état d'inconscience, comme si nous étions complètement flottants au-dessus du monde et du sol. Et donc, parce que Lionel Nakache dit, dans notre cerveau, les cellules qui connectent les souvenirs sont toujours spatialisées. Tout souvenir est spatialisé. Dans notre cerveau, l'espace et le temps sont toujours connectés. Et donc, tous vos souvenirs sont liés à de l'espace. Si vous perdez le sens de l'espace, vous perdez le sens de votre temps, de votre histoire, de votre identité. Et donc, Lionel Nakache dit quelque chose de très intéressant. Il dit, ce que je dis devrait beaucoup intéresser les aménageurs. Et notamment le nom, par exemple, lui dit quelque chose de tout bête, mais le nom qu'on donne aux rues, le nom qu'on donne aux lieux. Jusqu'il n'y a pas très longtemps, on donnait des noms d'usage. La rue qui monte. La rue du viaduc, parce qu'il y avait un viaduc. Bon. Ça avait du sens. Aujourd'hui, donner des noms complètement insipides, rattachés à rien, qui n'ont pas de sens, c'est grave. Il dit c'est la colonisation. La colonisation commence toujours par les mots. Et donc on va comme ça changer les. Donc il y a quelques pistes qu'il dit. Ils disent il faut défendre la diversité des lieux et des paysages. Que la campagne fasse campagne, que la ville fasse ville, que le bord de la mer fasse bord de mer, que la Bourgogne fasse Bourgogne. Défendre la diversité des lieux pour que tout ne se ressemble pas. Favoriser des repères dans le temps. Alors ça peut être l'intégration du patrimoine pour marquer le temps dans le bourg, pour raconter l'histoire. Ça peut être les repères dans le temps, ça peut être aussi comment revaloriser des rythmes agricoles, par exemple. Favoriser des repères dans l'espace. Alors ça, c'est super important, par exemple, c'est de poser des limites. C'est-à-dire que, c'est vrai dans le périurbain, s'il n'y a pas de limite entre le bourg, entre la commune machin et la commune chose, pourquoi voulez-vous que les gens se rendent compte qu'ils passent de l'un à l'autre ? Donc, comment est-ce qu'on peut favoriser des repères dans l'espace ? Ça peut être comment on va matérialiser des limites, des coupures, comment on matérialise symboliquement des centres aussi. Un centre, alors ça peut être utiliser le clocher avec des éclairages, mais il peut y avoir plein de repères symboliques, mais dans les bourgs, il y en a qui ont des châteaux, il y en a qui ont... il y a plein de repères possibles. Mais peut-être aussi, ça peut être aussi des choses dans la diversité des lieux aussi. Moi, je dis toujours, souvent les PLU, dans les PLU, souvent il n'y a pas de projet de bourg. Par contre, il y a une réglementation hyper tatillonne. Donc il n'y a pas de projet. On peut juxtaposer un lotissement, plus une zone d'artisanal, plus je ne sais pas quoi. Mais moi je dis toujours, la juxtaposition de programme immobilier n'a jamais fait un bourg. Donc souvent, dans les PLU, et je le dis avec gentillesse parce qu'on est entre nous, puis la tâche d'élu, c'est pas de la tarte, mais souvent, les PLU, il n'y a pas de projet de bourg. En revanche, il y a une réglementation super tatillonne, 3 mètres, les voisins, les machins. Et ça, cette réglementation tatillonne, elle en arrive à faire la banalisation. Parce qu'en réalité, derrière la réglementation tatillonne, en général, qu'est-ce qu'on constate ? Il n'y a que le pavillon de lotissement qui rentre dans les clous. Donc moi, je vous encourage plutôt à
avoir un projet de bourg. Qu'est-ce que votre bourg? Qu'est-ce que vous voulez en faire? Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que c'est une petite commune rurale? Est-ce que vous voulez en faire, voilà, travailler une image? Mais libérer la créativité habitante pour permettre justement de défendre la diversité des lieux. Qu'est-ce qui fait la beauté d'un village? C'est que c'est une maison faite par machin, puis une maison faite par le couple truc, et puis l'autre d'après elle a une autre idée, puis l'autre d'après elle a une autre idée. Aujourd'hui, on a des grandes emprises d'un seul tenant, avec une réglementation tatillonne, avec la pente du toit, la couleur des murs, la distance à la route, et on fait du banal. Donc ça peut être ça aussi, c'est libérer une créativité habitante en respectant un cadre que vous auriez choisi qui serait vraiment un projet de bourg. Repenser l'espace public pour revaloriser la relation aux autres. Oui, on est une société qui a des problèmes relationnels, des problèmes de convivialité. Depuis 50 ans, l'espace public a essentiellement été aménagé comme un lieu de circulation des voitures et de stationnement des voitures. C'était bien, c'était moderne, c'était pratique. Mais là, on va changer d'époque et il faut revenir à un mouvement de balancier raisonnablement. La route, la rue, elle appartient pas qu'à l'automobile. Et donc, l'espace public, c'est d'abord un but public, de faire de la relation, de la convivialité, de vivre ensemble. Et enfin, et c'est pas des moindres, c'est de remettre du sens dans l'action publique et politique. C'est-à-dire que trop souvent, moi j'assiste à des réunions où le seul projet, la seule discussion, c'est comment faire pour que ça coûte moins cher. Moi, chez moi, je vous ai dit, ce sont des très grandes communes. Leur nouvelle lubie, c'est de s'associer. Pourquoi s'associer? Parce que ça coûtera moins cher pour acheter les ramettes de papier ou la tondeuse. Bon, je pense qu'il va être temps de sortir de cette logique comptable qui nous mène dans des situations, parce que je vous dis, ça coûte cher, mais il y a plein de choses qu'on ne mesure pas dans les trucs comptables. On ne mesure pas la beauté, on ne mesure pas la convivialité, on ne mesure pas le bien-être des gens, etc., etc. Donc, comment remettre du sens dans l'action? Donc, pour moi, envisager l'aménagement du futur, c'est d'abord penser votre territoire comme une oasis de vie, la vitalité, du vivant. Deuxièmement, comment vous envisagez votre territoire comme un cadre de vie qui soit en résonance avec cette aspiration plutôt à la beauté, dans un esprit plutôt de temps libéré. La troisième idée, c'est comment vous pensez votre territoire et comment vous pouvez l'exprimer d'un point de vue urbanistique comme un mode de vie qui va valoriser une convivialité, un vivre ensemble. Et puis enfin, comment vous envisagez ça doit être ma diapo finale, comment vous envisagez votre territoire comme un lieu de vie qui prend soin vraiment de l'être humain et qui a du sens. Et je pense qu'en prenant tout cela en considération, moi je pense que l'avenir quand même est aux campagnes et qu'il ne s'agit pas du tout de baisser les bras. Au contraire, moi j'ai beaucoup d'espoir sur les campagnes du futur. Je vous remercie.